Quand est-ce qu'il sort sur les écrans, Caroline ? Ah, ça, je sais pas encore. Je pourrais pas vous répondre sur ça. Il faut que je finisse de le monter et on décidera. Voilà. Elle est multi-activité, Caroline, directrice de Franc-Tireur, la une de Franc-Tireur cette semaine. Loi Yadan, pour ou contre ? Alors la loi Yadan, on en parlera sans doute bientôt, si elle revient effectivement sur le devant de la scène à l'Assemblée. C'est cette loi qui vise à lutter contre l'antisémitisme, que certains accusent de brider la liberté d'expression. C'est un débat complexe. Voilà, je renvoie à Franc-Tireur. Entre deux grands avocats qui sont sur des positions opposées, mais qui ont un débat d'une qualité qui, à mon avis, éclaire justement, éclairera nos lecteurs. C'est vrai que c'est un débat passionnant. Mais ce soir, on reviendra dans un instant sur l'affaire Rima Hassan. Mais ce soir, vous souhaitez nous parler de ce qui s'est passé en Hongrie. Parce que vous nous dites, la défaite d'Orbán, ce n'est pas seulement une défaite politique, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour l'Union européenne, parce que la Hongrie usait beaucoup de son droit de veto sous Orbán. Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour l'OTAN, parce que Orbán, la Hongrie, de plus en plus, était un opposant à l'OTAN. Mais c'est aussi une grande nouvelle parce qu'on réalise à quel point nos démocraties libérales peuvent trouver de la force, en particulier face aux ingérences. Oui, et je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de s'y arrêter parce qu'on n'en a pas beaucoup des bonnes nouvelles qui vont dans ce sens de l'histoire. On a beaucoup de nouvelles qui nous montrent à quel point nos démocraties sont fragiles, parfois sensibles aux vents les plus tumultueux et dans la tourmente. Là, on a une bonne nouvelle. La preuve qu'une démocratie peut résister, qu'un choix souverain a pu avoir lieu. Je ne sais pas si vous avez réalisé, David, qu'on s'est même surpris à être soulagé qu'une élection dans un pays européen se passe sans que celui qui a perdu conteste le résultat. On a été surpris de voir qu'il a accepté le verdict des urnes. Il faut dire qu'il était extrêmement clair, ce verdict. C'était un rejet massif de Viktor Orbán et donc son opposant a très largement gagné. Mais cette victoire, elle n'avait rien d'évidente parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives d'ingérence dans cette élection. Et souvent, on a tendance à considérer qu'on n'a pas trouvé la parade. Exactement, et d'ailleurs on s'en inquiète pour nous-mêmes, pour nos prochaines élections. On sait que ces tentatives d'ingérence qu'on a vues à l'œuvre en Hongrie, elles auront lieu en France, comme elles ont eu lieu d'ailleurs dans d'autres pays européens. Et donc se dire, finalement, un peuple qui apprend, par l'information d'ailleurs, par le fait de déjouer les tentatives de déstabilisation qu'on lui prépare, est un peuple qui peut faire un choix souverain et ça marche. Et en l'occurrence, il y avait beaucoup de gens là qui avaient participé à cette campagne dans le sens de Viktor Orbán. On se souvient évidemment de la venue de Marine Le Pen qui est venue faire campagne pour son allié et son ami, un homme qu'elle décrit comme un grand visionnaire. Et quand on travaille sur Marine Le Pen, on sait que c'est un peu son modèle, Viktor Orbán. Pour moi, c'est vraiment Viktor Orbán. Ce qu'il a fait en Hongrie est une projection très fidèle à ce que pourrait faire Marine Le Pen si elle arrivait au pouvoir en France. Et le bilan, il est quand même très 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 lourd. On va juste rappeler qu'en 16 ans, Viktor Orbán a réussi à faire en sorte que son pays soit devenu le plus corrompu de l'Union européenne. C'est un des pays où il y a l'indemnité chômage la plus courte, la TVA la plus forte, où les SDF sont criminalisés, où les homosexuels sont pourchassés quand ils participent à la Gay Pride. Rien que pour ça, ils peuvent avoir une amende, où la presse a été bridée, où il y a eu vraiment un enrichissement au plus haut niveau du Premier ministre, très suspect, en tout cas par le biais de ses proches. Sa famille s'est achetée, elle s'est fait construire un château sur un immense domaine. Son ami d'enfance, Peter Madiar, le rappelait pendant la campagne, son ami d'enfance s'est enrichi en 10 ans 5 fois plus que la famille royale d'Angleterre en 400 ans, et il a accumulé une fortune colossale qui évidemment doit à son ami Orbán, et c'est le soupçon lui revient régulièrement. Donc c'est quand même un bilan terrible. Il y a d'autres gens qui sont venus faire cette campagne de façon extrêmement, avec vraiment un enthousiasme et une présence heureusement qu'on ne voit pas d'habitude. La présence de J.D. Vance en plein milieu de cette campagne, qui, au milieu d'un meeting, fait appeler Donald Trump. On va revoir cette séquence. Et le plus drôle, c'est que J.D. Vance vient évidemment dire aux Hongrois « Votez Viktor Orbán parce que vous aurez la ligne directe avec Donald Trump ». Mais le pire, c'est qu'il vient dénoncer l'ingérence européenne. On va l'écouter. C'est qu'il vient dire sinon, vous votez pour l'ingérence européenne, alors qu'il fait de l'ingérence américaine grossière. On va l'écouter.
Non, ça marche pas. Ça marche Alors pas. on avait aussi, le texte de Rubio qui disait votre succès est notre succès. Alors du coup, on a un peu envie de dire la défaite de Viktor Orban, c'est un peu la défaite de l'administration Trump. Mais le plus important, ça nous permet d'y aller plus vite. Le plus important est l'ingérence la plus massive, évidemment, et la plus intéressée dans cette élection. C'était comme toujours l'ingérence russe. Et là, on peut dire que les moyens, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Alors, à quoi faites-vous allusion, l'ingérence russe ? On a quand même eu des enquêtes du Washington Post et du Financial Times s'appuyant, il faut le dire, sur des médias et des lanceurs d'alerte de l'Est, et notamment, je ne sais jamais le prononcer, mais un certain nombre de titres qui sont dans un consortium de journaux de l'Est très bien informés, qui nous ont appris successivement qu'il y avait une opération Game Changer dans les rapports du SVR. Le SVR, vous savez, c'est le service de renseignement russe extérieur, et qui avait prévu dans une note de faire ce qu'on appelle des mesures d'active, une mesure de déstabilisation visant à faire croire à un faux attentat contre Viktor Orban pour le faire remonter dans les sondages. On se demande s'ils n'ont pas tiré les leçons de ce qui est arrivé à Donald Trump et à quel point ça lui a porté chance. En tout cas, ils avaient dans l'idée de le reproduire. Mais, et c'est là où les démocraties ont appris à se défendre, c'est que les démocraties, cette note interne du SVR a été authentifiée par un service secret européen. Et il y a eu une fuite dans la presse. Et cette fuite, c'est la preuve qu'une démocratie sait se défendre, c'est-à-dire qu'elle a fait savoir avant la déstabilisation, l'opération de déstabilisation, quel était le plan. Et évidemment, à partir du moment où le plan est éventé, ça ne peut plus marcher. Les services ont pris les devants. Oui, et ça veut dire qu'on apprend, mais c'est un peu comme en France aussi, les services de l'État ont de plus en plus appris à communiquer sur les opérations d'ingérence russe que nous subissons pour informer les citoyens, pour qu'ils puissent les repérer et du coup être moins manipulés. Mais dans cette élection, on a atteint un niveau incroyable. On sait qu'il y avait aussi des agents du GRU qui étaient présents sur place. Peter Madiar les a dénoncés publiquement. On sait que des comptes, ça a été dénoncé par une ONG de citoyens pour l'Europe, des comptes, des bots, c'est les fameux trolls qu'emploient beaucoup d'agences pro-russes liées au Kremlin, ont inondé les réseaux sociaux pour pousser tous les contenus en faveur et de la Russie et de Viktor Orban. On a vu aussi une agence liée au Kremlin, une agence de conseil et de communication bâtir un plan, ça a été aussi révélé par la presse américaine et par le Financial Times en l'occurrence, prévoir un plan. Alors évidemment, pour pousser l'idée que Orban était le candidat, et c'est ça qui est le plus drôle parce qu'ils ont le sens de l'humour, contre l'ingérence de Bruxelles. Mais évidemment pas contre l'ingérence russe quand on sait à quel point c'est une taupe en réalité du Kremlin. Il faut qu'on écoute quand même, parce que ça a joué dans aussi le retournement de l'opinion. Il y a plusieurs choses qui ont joué dans le retournement de l'opinion hongroise. Mais on a atteint un niveau d'ingérence qui est tel qu'il se voit, qu'il s'écoute, qu'il s'entend. Et là aussi, les démocraties l'ont fait savoir. Puisque nous avons eu accès à un enregistrement d'une conversation téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères hongrois et le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, qui dit tout de leur relation. On va l'écouter. En fait, le ministre des Affaires étrangères russe est en train de dire à son homologue hongrois « Vous avez bien poussé le dossier de notre amie, la sœur d'un oligarque russe qui est sous sanction. Vous avez bien poussé le dossier, vous en êtes bien occupé. » Et le ministre des Affaires étrangères hongrois lui répond « Oui, on s'en occupe avec les Slovaques pour le faire sortir, pour la faire sortir de la liste. » On va écouter le degré de complicité qui va jusqu'à l'espionnage, ce qui est encore plus grave et on en parle après. Hello. Hello, Sergei. This is Peter speaking. Yes, Peter. Are you in St. Petersburg? Where are you? I landed in Budapest already. Just an hour ago. Already. Yeah. Look, yeah. I am calling on the request of Alisher, and he just asked me to remind you that you were doing something about his sister. Yeah, absolutely. Together with the Slovaks, we are submitting a proposal to the European Union to delist her. It's going to be put on the agenda, and we will do our best in order to get her off. Thank you very much. He would be really very pleased. Montage Louise Rondel-Le-Ninan. Donc ça, c'est un enregistrement que des services, sans doute, où on fait fuiter dans la presse, c'est ça, dans la presse américaine. Ça veut dire que l'exaspération des démocraties est telle que maintenant, ils mettent sur la table ce qu'ils savent. On a toujours entendu, et on s'est toujours douté, que la Hongrie était un cheval de Troie de Moscou.
On l'a vu, de toute façon, la Hongrie de Orban a cherché à bloquer toutes les aides à l'Ukraine, a mis son veto systématiquement. Mais là, c'est quand même beaucoup plus grave. C'est que là, on commence à avoir les preuves du fait que la Hongrie était un espion de Moscou au sein de l'Union européenne. Des responsables européens ont confié qu'ils ne disaient plus certaines choses devant les Hongrois parce qu'ils savaient que c'était immédiatement pris en note et répété à Moscou. Il faut réaliser, David, et là on arrête de sourire, à quel point c'est grave. C'est-à-dire qu'on est en train de parler, Viktor Orban est l'homme qui a eu l'idée du groupe au sein de l'Union européenne qui s'appelle les Patriotes pour l'Europe. Ce groupe est un nid de pro-russes au sein de l'Union européenne. Ce groupe est présidé par Jordan Bardella, peut-être notre futur président de la République. C'est pour vous dire le niveau de gravité de l'affaire. C'est-à-dire qu'on se dit patriote, mais en fait on roule pour un agent étranger qui ne veut pas du bien à l'Union européenne et à nos concitoyens qui pratiquent l'ingérence. On se dit souverainiste, mais on participe de ces opérations de déstabilisation et d'ingérence de la part d'un ennemi, parce qu'il faut clarifier les mots tels qu'ils sont, il faut dire les choses qu'elles sont. La Russie est un ennemi. Donc cette affaire est très très grave, mais la réponse des démocraties marche. Alors je ne suis pas son avocat, éclairé. Mais Marine Le Pen dit, quand on lui objecte ça, évidemment, vous êtes allié avec un suppôt de la Russie. Elle dit oui, mais on peut être allié et ne pas partager les mêmes opinions. Bon, mais je le dis parce que voilà, oui, il faut donner sa version. Marine Le Pen elle-même dit que Viktor Orban est un modèle, un visionnaire, un homme formidable, un ami. Il est accessoirement un peu son banquier, par le biais d'une banque hongroise qui lui a prêté 10,6 millions pour sa dernière campagne électorale. Donc tous ces faisceaux vont dans un sens qui peut inquiéter Marine Le Pen, parce que si Peter Magyar a très bien répondu à la presse en disant « Moi, je suis garant de l'indépendance de la justice, donc je ne vais pas chercher à interférer avec la justice », elle va s'occuper elle-même du cas de Viktor Orban. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de l'information sur les coulisses de ces arrangements, les coulisses des Patriotes pour l'Europe, les coulisses des relations entre une banque hongroise, le Rassemblement national et le groupe des Patriotes pour l'Europe et Moscou, ça par contre ça risque de sortir, et ça c'est un caillou dans la chaussure de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Donc là, vous dites, on a fait face. Les démocraties libérales ont fait face, elles ont trouvé les armes d'une certaine manière pour faire savoir tout cela. Et elles ont fait face à ce que j'aime particulièrement dans cet épisode, c'est qu'elles ont fait face avec leurs armes, c'est-à-dire l'information. C'est grâce à l'information et en éduquant les citoyens aux tentatives de les manipuler, de les tromper et de s'ingérer dans leurs affaires qu'elles ont réussi à redresser la barre. Et on va l'entendre dans un cri qu'on va écouter qui vient des Hongrois eux-mêmes le soir de la défaite de Viktor Orban, qui a été lancé par Peter Magyar, qui nous rappelle évidemment le soulèvement de Budapest en 1956, quand les Hongrois se sont soulevés contre l'Union soviétique. Qu'est-ce qu'ils criaient le soir de la victoire de l'opposant à Orban? Tous ces Hongrois, ils criaient « Les Russes, go home », les Russes, rentrez chez vous, pour dénoncer cette ingérence. On fait réagir. Bon, voilà, pour le propos, est-ce que vous partagez ce sentiment, comment dire, voilà, il n'y a pas forcément, on n'est pas sur un toboggan qui glisse avec les grandes puissances manipulatrices gouvernées par la passion, mais avec un côté péjoratif à ce terme-là, qui imposerait leur loi à tous. Général. J'ai deux remarques. La première, c'est que cette victoire, c'est aussi la victoire de la participation. Il y a eu une participation hongroise qui a été quasiment doublée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne participaient plus, qui d'un seul coup se sont mobilisés et ont participé aux élections. Et donc ça, on le souligne pas assez dans nos démocraties où il y a de plus en plus de baisse de participation. En fait, il faut mobiliser l'ensemble de la population pour qu'elle participe et qu'elle s'exprime, et qu'elle croit en la démocratie et qu'elle réussisse cet objectif. Le deuxième point, c'est que M. Magyar, qui a gagné, donne une vision stratégique puisque c'est l'Europe. Maintenant, il va être aussi à gérer dans l'Europe. C'est-à-dire que il ne faut pas s'imaginer qu'il est d'accord avec tout. Sur l'Ukraine, par exemple, il dit l'Ukraine ne va pas rejoindre l'Europe maintenant. Oui, on va la soutenir, mais il y a des tas... Parce que c'était quand même... Il était dans le même parti que Orban au départ. Donc, mais ça fait partie de la démocratie. C'est qu'on peut être différent, mais quand on a une vision stratégique, eh bien... on peut exprimer sa différence dans cette vision stratégique, et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe et pour la multiplicité des opinions en Europe. Magali.
Il est certain qu'il y a un soulagement à Bruxelles parce que ces conseils européens avec Viktor Orban qui faisait monter les enchères en permanence justement pour pas mettre son veto, qui vraiment monnayait son soutien ou disparaissait de la pièce de temps en temps pour faire semblant de ne pas avoir à valider les décisions européennes. Bon, tout ça va, en effet, c'est un soulagement. Après, il est vrai que son successeur a voté plusieurs fois au Parlement européen contre des plans d'aide à l'Ukraine, ne veut pas livrer d'armes à l'Ukraine. Il est sur une ligne migratoire qui est finalement très semblable à celle d'Orban, donc la répartition des migrants, ce genre de choses. Ça sera à nouveau sans la Hongrie. Il est très conservateur, pardon, nous interrompons Magali, mais il a dit je ne m'opposerai pas, par exemple, au plan d'aide de 90 milliards pour que l'Ukraine se réarme. Alors c'est vrai que c'est là où s'est focalisée l'exaspération européenne, c'est que Viktor Orban avait dit oui une première fois à ce plan d'aide pour l'Ukraine, ce prêt en fait européen de 90 milliards, avant de finalement faire marche arrière, ce qui évidemment bloque complètement les Européens. Il faut bien comprendre qu'en Europe les choses se font quand même par consensus. Et donc, avoir un Viktor Orban qui, en plus, avait derrière lui aussi le Slovaque, Fico, là, ça change quand même les équilibres à la table du Conseil européen. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que ce constat a été fait. Celui que Caroline établit, il a été moins fait, c'est-à-dire qu'on a souvent un sentiment d'impuissance par rapport à ce qu'on appelle les fake news, les campagnes d'ingérence, de manipulation. Et il faut savoir, on n'a pas commenté tout ce qu'il a surmonté, cet opposant, mais il s'est pris des deepfakes, et là évidemment c'est des tentatives qui viennent de l'étranger, qui le font parler, qui lui faisaient dire qu'il allait baisser les pensions de retraite. Il s'est pris des campagnes abominables. La campagne électorale qu'il a vécue est atroce. Et donc, ce qu'on tient aussi à clarifier, c'est que c'est pas, même si c'est un conservateur qui vient du Fidesz et qui effectivement défendra une vision au sein de l'Europe qui n'est pas celle de tous les autres élus européens, mais ça c'est pas grave, ça c'est la démocratie et c'est la diversité. Le problème c'était d'avoir une marionnette de Moscou, quelqu'un qui n'est pas entièrement libre de ses choix ou qui est un poste avancé d'un ennemi de l'Europe. C'est ça qui vient de changer avec Peter Magyar quand même, parce qu'il en a trop souffert. Même s'il vient du Fidesz, il faut rappeler d'un mot comment il a décollé dans la politique, dans cette campagne. Il a aussi décollé quand Viktor Orban a été pris dans un scandale sur une thématique avec lesquelles et les MAGA et Donald Trump et lui ont trop joué, qui est la peur, vous savez, le fantasme, qui n'est pas un fantasme. La pédocriminalité n'est pas un fantasme, c'est le mal absolu dans ce monde. Mais ils ont joué avec le fait de dire que c'était que les élites qui le pratiquaient, alors que malheureusement c'est un mal très répandu. Et quand sa ministre de la Justice, sa présidente, deux proches à lui, ont été pris la main dans le sac d'avoir gracié un complice d'un directeur d'un orphelinat qui avait abusé sexuellement des enfants, le scandale et tous les fantasmes avec lesquels jouait Viktor Orban se sont retournés contre lui. Et Peter Magyar, qui était marié à la ministre de la Justice, qui a été limogée, a pris son indépendance, s'est séparé de cette femme, et ça a été le début de sa campagne. Ce qui veut dire qu'il y a dans le rejet de Viktor Orban une alliance, ou en tout cas un vote qui a réuni des gens conservateurs et des gens progressistes, mais qui, après 16 ans avoir vécu cette page-là, voulaient la tourner. Et c'est pour l'Europe, le fait d'avoir quelqu'un qui soit libre de ses opinions, quelles que soient les opinions de Peter Magyar, c'est qu'on est plus sûr, vu ce qu'il a souffert de l'ingérence russe, qu'il leur résiste, en termes qu'il soit indépendant et qu'il défende les Hongrois pour défendre les Hongrois, qu'avant. C'est ça qui est déjà. Non, juste d'un mot pour rebondir sur vos propos sur les ingérences. J'espère qu'en France, nous serons collectivement capables d'une vigilance extrêmement élevée à l'approche de la prochaine présidentielle en 2027, quel que soit notre camp. Et je pense que, parce que nous allons être exposés de façon extrêmement brutale à la désinformation, aux fake news, qu'elles viennent de Russie, des MAGA, ou de l'intérieur. Et donc, quel que soit notre camp, nous devons d'être vigilants pour préserver la démocratie. Et en tant que journalistes, nous avons une responsabilité particulière de vigilance à cet égard. Dominique, est-ce que vous permettez, plutôt que de poser une question à Caroline, que je vous pose une question, puisqu'on parlait de votre livre. Ce qui s'est passé en Hongrie, est-ce que ça ne pourrait pas se passer tout simplement aux États-Unis ? Je dis ça parce que c'est pas dans ce livre, mais une fois vous nous avez dit Donald Trump connaît une dérive fasciste. Autrement dit, la démocratie américaine est en danger et il y a un risque de ne pas pouvoir revenir en arrière. Si ça s'est passé en Hongrie, est-ce que ça ne pourrait pas se passer aux États-Unis, dont les anticorps démocratiques sont aussi très puissants ?
Oui, mais quand on regarde ce qui s'est passé dans la ville de Minneapolis, il y a eu une union de la société contre ICE. On a créé un mot, neighboring, protéger son voisin. Et ça a marché. Trump a dû reculer et retirer ICE de l'ensemble de l'État du Minnesota. Maintenant... Vous voyez, ma question, c'est est-ce qu'on ne dramatise pas un peu trop ? Voilà. Tout en ayant, en vis-à-vis de Donald Trump, les sentiments qui conviennent quand on voit les vérités alternatives. On ne va pas parler de l'Iran à nouveau, le changement de régime, la libre circulation dans le détroit, j'en passe, c'est des meilleurs. Je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est la constatation que quand même Trump est un symptôme plus qu'une cause. Le fait qu'il ait été élu 2 fois traduit quand même les troubles de la société américaine. Et le deuxième point qui est plus important que tous les autres, on ne parle pas de n'importe quel État de la planète. On parle de la première puissance militaire, économique mondiale. Alors maintenant, si je voulais réagir très rapidement à la question hongroise, j'ai eu le sentiment de rajeunir de 37 ans la nuit de dimanche à lundi. J'ai rééprouvé les émotions qui étaient les miennes en 1989, avec le même sentiment de la liberté reconquise. Vous parlez de la chute du mur. Je parle de la chute du mur. À ce point-là. Mais je parle aussi pour les Hongrois. Regardez, ils ont beaucoup voté, mais il y a eu une sorte de mobilisation de la jeunesse hongroise qui a vécu les 16 ans d'Orbán comme une forme d'emprisonnement. Mais pardon Dominique, ceux qui nous écoutent et qui ont connu le joug communiste, on ne pouvait pas avoir une élection qui allait aboutir à l'alternance aux États-Unis. Est-ce que comparaison est vraiment raison ? Oui, mais... alors, c'est là qu'il y a un point très important. C'est la différence entre un régime illibéral et une dictature. Voilà. Le régime illibéral, mais on a quand même eu un doute sur le fait que Orbán ou Moscou allait laisser Orbán perdre. Oui. Il a fallu, encore une fois, une défaite très très claire. On ne sait pas si c'était joué à 2% ce qui se serait passé. Ça s'est pas joué à 2 ou 3%. Il y a eu des tentatives d'achat de vote quand même. On est allé jusqu'à ce niveau d'interférence. Et même si on se satisfait de voir que la démocratie résiste et que la dérive libérale n'est pas allée jusqu'à la tuer totalement, 16 ans de régime, c'est long. Oui. 16 ans de régime Orbán, c'est très long. Les dégâts sont colossaux. Et ça aussi, c'est une leçon pour la France. Quand on se dit on peut tester l'illibéralisme, peut-être qu'on s'en débarrassera rapidement, ça dure quand même 16 ans. Et le bilan est lourd, très lourd.